Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller où ce soir nous accueillons Julien Sandrel qui a sorti son dernier roman au mois de février dernier qui s'appelle Vers le soleil aux éditions Calman Lévy. Pour l'interroger ce soir, on trouve Françoise Gaucher de la librairie Le Coin des Livres à Davézieux. Avant de vous laisser parler de ce merveilleux roman, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Julien par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Françoise, Julien, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous et bonsoir Julien. Bonsoir Françoise. Alors, moi, je suis ravie d'être là ce soir et d'avoir le plaisir de vous rencontrer pour parler de votre nouveau roman Vers le soleil que j'ai beaucoup aimé. Merci. C'est votre 4e roman. C'est ça. Voilà, donc avec celui-ci, vous allez vibrer, rire et pleurer. Rien que ça. Alors, un petit résumé pour ceux qui ne l'ont pas lu. Vers le soleil, c'est l'histoire de Sienna qui part en vacances avec son oncle Sacha en Italie. La maman de Sienna, Tess, va aller les rejoindre, mais elle décide de s'arrêter pendant 2 jours chez son amie Francesca pour profiter d'elle. Francesca habite à Gênes. Elle a une maison sous le pont de Gênes. On est le 14 août 2018 et le pont de Gênes s'effondre, faisant de nombreuses victimes. Tess est portée disparue. Quand Sacha le découvre, il ne l'annonce pas tout de suite à Sienna. Par contre, pour lui, il a l'impression que sa vie s'effondre. Parce qu'en effet, sa vie est basée sur le mensonge, puisqu'en fait, il n'est pas le vrai oncle de Sienna. Tess le paye, c'est un acteur, en fait, pour jouer ce rôle-là. Et du coup, il n'a aucun lien légal avec Sienna. Donc, si Tess disparaît, il perd Sienna. C'est à peu près ça. Tout à fait. Sauf s'il en décide autrement. On décide autrement. Alors, ma première question, moi, c'est qu'est-ce qui vous a marqué à ce point dans cette catastrophe, en fait, puisque l'effondrement du pont de Gênes, c'est un vrai fait réel, et pour en avoir fait, en fait, le point de départ de votre roman. Alors en fait, quand je commence à travailler sur un roman, il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a certains faits réels, des choses que je vois dans l'actualité, mais il y a aussi des envies. À la base de ce roman-là, il y avait l'envie d'écrire un roman sur la paternité. J'avais envie vraiment de parler de paternité. J'ai pas mal traité de maternité dans mes romans précédents, notamment dans La Chambre des Merveilles. Et là, j'avais envie de parler du lien entre un père et son enfant, la manière dont les liens se tissent, dont les liens se créent et dont on devient père au final. Donc ça, c'était l'envie de départ. J'avais aussi une autre envie qui était une envie furieuse de voyage, qui était déjà là avant le confinement. Et alors là, je peux vous dire que ça s'est exacerbé. Et j'avais envie de voyage en Italie parce que je suis d'origine italienne, j'ai des racines italiennes et ça faisait quelque temps que trottait dans ma tête l'idée d'ancrer un de mes romans ou plusieurs dans un terroir italien. Et le déclic de cette histoire est venu à l'été 2019 quand je suis parti en vacances en Toscane avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Donc l'été 2019, le pont de Gênes était déjà effondré depuis l'année précédente. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on part en Toscane depuis la France, par la route, on est obligé de passer par la ville de Gênes. Donc quand on est passé par la ville de Gênes, à cette époque-là, donc l'absence de ce pont emplissait vraiment tout l'espace. Mes enfants n'arrêtaient pas de poser des questions sur les victimes, sur la manière dont ça s'était passé. Et ils ont eu cette phrase hyper simple, mais en même temps tellement juste. Ils ont dit ça aurait très bien pu être nous. Ils avaient raison, puisque à un an près, ça aurait pu être nous, puisque les victimes de l'effondrement du pont de Gênes n'étaient ni plus ni moins que des familles qui partaient en vacances, qui étaient juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc tout ça s'est mélangé dans ma tête, s'est agrégé avec ce séjour en Toscane qui a été simplement merveilleux. Moi, je ne connaissais pas cette région et je suis tombé amoureux de cette région. J'ai tout adoré. J'ai adoré la lumière, j'ai adoré les paysages, la nourriture, les villes. Chacune des villes principales de Toscane, je trouve, a une atmosphère vraiment particulière et une âme particulière. J'ai notamment adoré la ville de Sienne, qui a donné donc son nom au prénom de la petite fille dans mon histoire, qui s'appelle Sienna. Et voilà, tout ça s'est mélangé. Et au sortir de l'été 2019, j'ai eu envie donc d'ancrer ce roman sur la paternité dans le terroir toscan, avec comme toile de fond l'effondrement du pont de Gênes.
Alors, c'est la première fois, j'ai dit c'était votre 4e roman, c'est la première fois que vous vous mettez dans la peau d'un homme, d'un narrateur, puisque dans vos 3 précédents romans, vous étiez dans la peau d'une femme. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile quand on est écrivain, quand on est un homme? C'est faire parler un homme ou se mettre dans la peau d'une femme? Bah, en fait, les 2 sont intéressants. C'est vrai que moi, moi, je fais pas du tout de romans, autobiographiques. Déjà, je pense que ma vie n'intéresserait pas grand monde, et en plus, c'est pas ce qui m'intéresse, moi, en tant que romancier. Moi, j'aime vraiment me glisser dans la peau de personnes que je ne suis pas et vivre des vies que je ne vivrais pas par ailleurs. Et quand j'écris, je fais, alors je suis pas du tout acteur et je pense que je serais un très mauvais acteur, mais je pense que le travail que je fais est probablement proche du travail d'un acteur. C'est-à-dire, je me dis, voilà, je suis telle personne, je suis ce personnage, Sacha en l'occurrence, là, dans ce roman-là, avec telle psychologie à tel moment. Et puis ensuite, j'écris à la première personne et j'essaye de décrire le plus précisément possible ce qui se passe dans sa tête, les actions qu'il fait, les décisions qu'il prend. Et finalement, honnêtement, je ne vois pas tellement de différence entre me glisser dans la peau d'une femme de 40 ans, d'un homme de 30 ans, d'une petite fille de 9 ans, d'un garçon de 13 ans. Puisqu'en fait, il y a quand même des narrateurs masculins dans mes romans précédents, mais c'est vrai que ce n'est pas les narrateurs principaux. Mais dans La Chambre des Merveilles, il y a Louis, qui est un garçon de 13 ans. Il y a Victor dans Les Étincelles. Donc, il y a quand même des narrateurs, mais c'est vrai que c'est plutôt des héroïnes. Et là, ça ne vous aura pas échappé, c'est un narrateur masculin, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes dans ce roman aussi. Alors moi, j'ai découvert un autre fait réel. Donc, il y avait l'histoire du comte James, ça, que tout le monde connaît. Et quelque chose que je ne connaissais pas, c'est ce concept en fait, de payer un acteur en fait, pour qu'il joue le rôle de quelqu'un de votre famille. Et ça, apparemment, ça existe aussi vraiment. Alors ça existe vraiment, et je suis tombé en fait sur un reportage qui parlait de ce phénomène. C'est un phénomène qui existe au Japon. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. Moi, je l'ai transposé, en Europe, mais en tout cas, ça existe au Japon. Donc je suis tombé sur ce reportage qui était absolument fascinant et édifiant, dans lequel on voyait donc, par exemple, une jeune femme qui, avait fait appel à une vingtaine d'acteurs pour jouer le rôle de sa propre famille lors de son mariage. Donc, elle voulait tellement pas que sa belle famille, sa future belle famille, rencontre sa famille à elle, qu'elle a payé des acteurs pour jouer le rôle de sa mère, son père, son oncle, sa tante. J'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de cette jeune femme pour qu'elle en arrive là, pour qu'elle prenne cette décision et qu'est-ce qu'elle a besoin de cacher. Et d'un autre côté, j'ai trouvé ça fascinant aussi du point de vue de ces acteurs qui acceptent ce genre de mission, puisque un acteur, par définition, c'est un menteur d'une certaine façon, mais il ment de manière organisée, quoi, devant une caméra, sur une scène de théâtre. Là, c'est quand même un mensonge très particulier, puisqu'il s'agit de mentir à des gens dans la vraie vie qui ne sont pas du tout au courant que vous êtes acteur. Donc là aussi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut pousser ces acteurs à accepter ce genre de mission? Et c'est comme ça que sont nés les 2 personnages de Tess et Sacha, avec chacun leur secret et les choses qu'ils veulent cacher par cette situation. Alors, c'est vrai que Sacha, il ment, mais en même temps, il a quand même un amour pour cette petite fille. Il y a un vrai lien familial, mine de rien, qui s'est tissé entre eux. Et notamment, j'ai trouvé ça très joli. Tous les jours, il lui donne un nom de fleur différente. Oui, alors Sacha, au début de l'histoire, c'est un garçon qui, alors de par son passé, a une sorte de peur panique de l'engagement, de l'attachement. Il veut surtout pas s'attacher. Donc cette histoire de jouer le rôle d'un tonton comme ça une fois par semaine, ça lui va très bien. Il n'a pas envie d'aller plus loin que ça. Et en fait, ça m'amusait de doter Sacha de plein de passions qui tournent autour de l'éphémère, puisque donc il est passionné de théâtre et il essaye d'en faire son métier. Il est aussi passionné de haïku, ces poèmes japonais, ces courts poèmes japonais qui visent justement à célébrer l'évanescence des choses. Une autre caractéristique, un autre détail, mais qui montre aussi sa passion pour l'éphémère, c'est cette histoire de changement de nom. Effectivement, il change le surnom qu'il donne à Sienna chaque jour. Donc, il lui donne un surnom de fleur, référence au métier de sa maman qui est fleuriste. Mais effectivement, chaque jour, il lui donne un surnom de fleur différent. Donc, pour lui, il peut vraiment y avoir une vie avant et une vie après, puisqu'il peut perdre cette petite fille. C'est un petit peu l'enjeu de votre roman, de voir comment Tout à tout fait. change. Tout à fait. Alors en fait, c'est un peu l'enjeu, cette histoire d'avant-après.
c'est un peu l'enjeu de chacun de mes romans, sauf qu'après, les histoires n'ont rien à voir et les enjeux sont totalement différents. Mais moi, ce que j'aime raconter par-dessus tout, c'est ces instants de la vie où on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va basculer et où le destin va prendre une autre direction que celle qu'on avait prévue. Et oui, où, vous savez, ce genre d'instant où on se dit, il va y avoir justement un avant et un après. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est saisir mes personnages qui sont en apparence ordinaires, les plonger dans une situation extraordinaire et voir comment ils se dépatouillent et comment ils vont dans quelle direction ils vont aller pour cet après. C'est vrai que moi, je suis pas forcément quelqu'un qui écrit sur le quotidien. J'aime bien le vrai romanesque où il se passe plein de choses et où il y a des rebondissements. Et donc, j'aime bien ce genre de situation tournant de la vie. Alors, vous parliez des haïkus tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'au milieu de l'Italie, on a quelques petites touches de Japon. Alors, ces haïkus, vous les avez pris à des auteurs précis, mais vous en écrivez aussi? Alors, je n'en écris pas. J'aime beaucoup les haïkus. Je ne suis pas un très grand spécialiste de haïkus, hein. Donc là, les auteurs que j'ai cités sont des grands, alors on appelle ça des haijin. C'est des grands haijin des siècles passés, comme Kobayashi Issa ou Taneda Santoka. Mais moi, je n'en écris pas. Je m'y suis essayé, figurez-vous. Attention, là, c'est un scoop, j'en ai jamais parlé. Mais je m'y suis essayé pour la traduction étrangère de Vers le soleil, parce que c'était compliqué pour les histoires de droit, etc., de traduire les poèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, du coup, en fait, j'en ai inventé d'autres. Voilà. Donc, vous les découvrirez peut-être dans une langue étrangère un jour. Alors, vous disiez qu'on a très envie, c'est vrai, d'aller en Italie, de partir en voyage. On a tous aussi très, très envie de se réunir, de faire la fête. Et alors moi, vous m'avez vraiment donné envie d'aller à Sienne pour aller à la fête du Palio. Alors cette fête, Très elle bien. est aussi vraiment? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est une fête, alors c'est une sorte de vestige médiéval, je pense, Voilà, qui est hein. exactement, c'est ça. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. C'est donc le principe du palio, c'est une course de chevaux qui est hyper rapide, qui dure même pas entre 5 et 10 minutes, quoi. Et en fait, ça a lieu donc sur une place qui n'est pas très très grande, en fait. Quand on est sur la place, qu'il n'y a pas cette course-là, on se dit mais c'est pas possible qu'il y ait cette course-là avec des milliers de personnes massées au centre et les chevaux qui tournent autour. Et en fait, donc, le principe, c'est que chacun des quartiers médiévaux de Sienne, qui s'appellent des contrades, Alors, je vous entends plus. Je pense que Julien a un problème. C'est bon, Julien? Vous nous entendez oui, ou pas? ouais, ouais, moi je vous entends. Ouais, je vous relaisse. Ah, c'était de mon côté que ça marchait pas? On n'a pas entendu votre Ok. Ouf. Ah, d'accord, donc vous êtes arrêté à quel endroit? Que c'était sur une petite place à Sienne. Ah d'accord, ok. Pourtant, je parlais depuis un moment. Donc oui, donc le principe, c'est que c'est sur une place, ce qui est la place centrale de Sienne, mais qui n'est pas non plus démesurément grande. Et donc le public est massé au centre de la place et là, il y a une course de chevaux donc, qui a lieu autour des spectateurs. Et le principe, c'est chacun des quartiers médiévaux de Sienne. Donc il y a 17 quartiers médiévaux qui ont chacun, un peu comme dans Harry Potter justement, effectivement, leur emblème, leur totem, leur couleur, leur hymne. Chacun désigne un coureur et ensuite il y a 17 participants à la course de chevaux donc, qui s'affrontent dans cette course ultra rapide qui s'appelle le Palio. Ça a lieu 2 fois par an et notamment une des dates, c'est donc le 16 août comme je le mets dans le roman. Bon, on ira tous dès qu'on pourra. Ouais. Alors, il y a du monde, hein, cette fête-là, hein. Ça attire évidemment énormément, énormément de monde. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement accessible. Il faut s'y prendre bien à l'avance. Alors, un sujet un petit peu plus grave dans votre roman, c'est le sujet des violences conjugales. Sans trop dévoiler de votre roman, je ne veux pas raconter, mais vous abordez ce thème, vous avez à cœur de parler des sujets d'actualité, parce qu'on parle beaucoup en ce moment
les violences faites aux femmes. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je trouve totalement effroyable, en fait. C'est vrai que quand on voit les statistiques, c'est quand même une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales, une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son conjoint en France, encore aujourd'hui, en 2020-2021. Donc, moi, je trouve ça incroyable. Et en fait, j'avais envie de mettre le doigt sur la difficulté pour ces femmes à se faire entendre. C'est-à-dire que ce que je montre, alors effectivement sans trop révéler dans le roman, mais ce que je montre dans le roman, c'est des femmes qui justement sont un peu démunies face à un arsenal juridique qui ne les protège pas suffisamment et qui développent une sorte de communauté positive et de sororité qui leur permet de sortir de ces spirales, quoi. Donc ça, c'était le sujet un peu plus grave. Après, on a dit aussi qu'on rit dans votre roman, et notamment grâce à un personnage. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez d'où il sort, c'est le borgne. Alors, je ne sais pas d'où il sort, en fait. Donc, le borgne, c'est un chat qui est borgne et apathique, qui effectivement va jouer un rôle dans l'histoire à un moment donné. Et en fait, je dois vous dire qu'il n'était pas du tout là au début. Il est apparu au début de l'histoire et en fait, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis, d'un coup, son rôle est devenu assez évident. Voilà, mais moi, je n'ai pas de chat. Je n'ai jamais eu de chat, même quand j'étais enfant. Donc, je ne saurais dire d'où il est venu exactement, mais il était là, bien présent. Moi, je l'aime bien. Il n'est pas forcément très sympathique, mais c'est un chouette personnage. Alors, vous avez une écriture très agréable. C'est très visuel, tout ce que vous écrivez. Donc, on voit tout de suite les paysages, les personnages, tout ça. Et du coup, j'en profite un petit peu pour revenir, puisque Vers le soleil est votre 4e roman. Et La Chambre des merveilles, si on peut en parler un tout petit peu, va être adapté au cinéma. Oui, tout à fait. Alors, La Chambre des merveilles, qui est mon premier roman, en fait, c'est avancé, c'est très avancé comme projet puisque le tournage est terminé, en fait. Donc le tournage a eu lieu entre février et mars, là. Et donc je vais vous parler un peu des personnes qui sont impliquées sur ce projet. Donc la maison de production qui produit le film s'appelle Jéricho, et c'est donc les gens qui ont fait, par exemple, La Famille Bélier, qui ont fait Demain tout commence avec Omar Sy et qui ont plus récemment produit l'adaptation de Petit pays, le livre de Gaël Faye. Voilà, la réalisatrice, donc c'est Lisa Asuelos, qui a réalisé notamment LOL avec Sophie Marceau et puis récemment Mon bébé avec Sandrine Kiberlin. Et l'actrice principale qui joue donc le rôle de Thelma, cette maman qui réalise un à un les rêves de son fils pour essayer de le sortir du coma dans lequel il est plongé, c'est Alexandra Lamy. Et sa maman est jouée par Muriel Robin. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance d'assister au tournage, à plusieurs jours du tournage, et je peux vous dire que, en tout cas, j'ai été déjà moi ému rien qu'en assistant à certaines scènes. Et toute l'équipe, en fait, le mot d'ordre quand on a choisi notamment la maison de production et puis ensuite évidemment toutes les personnes qui sont impliquées sur le projet, c'était vraiment d'essayer de tenir cette ligne que moi j'ai essayé de construire avec La Chambre des merveilles et d'ailleurs avec Vers le soleil, c'est un peu le même état d'esprit, entre la comédie et le drame, sans jamais tomber d'un côté sur une comédie un peu lourdingue, ni de l'autre sur le drame avec beaucoup de pathos, mais d'essayer justement de rester toujours sur une ligne de crête entre les deux. Et c'est vrai que voilà, ce qu'ils ont fait, par exemple, ces producteurs avec des films comme La Famille Bélier, ou ce que Lisa Asuelos a fait avec Mon bébé, c'est exactement le genre de tonalité que moi j'imaginais pour le film. Donc je suis absolument ravi de tout ça. Et donc le film devrait sortir avec toutes les précautions et pincettes nécessaires, vu la situation actuelle, en fonction des rouvertures de cinéma, devrait sortir courant 2022. D'accord. C'est vrai que c'est une belle distribution. Quand vous écrivez, vous pensez au cinéma, parce que je disais que c'était très visuel. En effet, on voit le film dans notre tête. Quand vous écrivez, vous pensez déjà, vous dites, bah tiens, là, je verrais bien telle personne dans ce personnage. Alors pas du tout.
En fait, moi, quand j'écris, j'imagine finalement assez peu, même par exemple, le physique des personnages. D'ailleurs, mon éditrice me dit parfois: «Bon, là, quand même, tu pourrais te fendre d'une petite description parce qu'on ne sait même pas à quoi ressemble cette personne». Donc en fait, pour moi, c'est moins important, par exemple, la description physique que l'état psychologique et la description psychologique du personnage. Donc je fais l'effort quand même de décrire un minimum pour que les lecteurs puissent se représenter. Mais non, je n'imagine pas d'acteur ou d'actrice en particulier. Donc là, sur La Chambre des Merveilles, par exemple, j'avais pas d'actrice en particulier, mais j'avais quand même envie, s'il y avait une adaptation, de ces éléments que j'évoquais juste avant, hein, c'est-à-dire d'une actrice qui saurait jouer des vrais passages de comédie et aussi être crédible dans des moments d'émotion un peu plus denses, quoi. Voilà. Et après, sur l'écriture visuelle, c'est vrai que c'est une remarque qu'on me fait assez souvent. Moi, ce que j'aime en tant que lecteur, c'est qu'on me prenne par la main dès la première ligne et qu'on ne me lâche pas avant la dernière page et que j'ai vraiment envie de découvrir ce qui va se passer et que je sois tenu en haleine. Voilà. Et c'est vrai que ma manière d'écrire, que je vous décrivais tout à l'heure, euh, en fait, c'est justement de décrire ce que voient les personnages, ce qu'ils ressentent, mais aussi ce qu'ils voient. Et c'est vrai qu'on me dit souvent que mon écriture est assez visuelle et que les lecteurs, les lectrices ont l'impression d'être vraiment immergés au cœur des scènes. C'est probablement parce que moi-même, je m'immerge dans les scènes quand je les écris. Alors c'est vrai, hein, je confirme, on est pris du début et on n'a plus envie de lâcher le roman, on va jusqu'à la fin d'une traite. Et est-ce que vous avez d'autres projets du coup? Parce que La Chambre des Merveilles 2018, La vie qui m'attendait 2019, Les étincelles 2020, celui-ci 2021, donc on espère 2022. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai toujours un roman en cours, donc effectivement, là, je suis en train de travailler sur le roman pour l'année prochaine. Et par ailleurs, il y a d'autres projets sur les romans passés. Sur La Chambre des Merveilles, il y a aussi un projet d'adaptation au théâtre, donc qui là aussi est assez avancé. Donc je travaille sur l'adaptation au théâtre avec Jean-Philippe Daguerre, qui est l'auteur et metteur en scène de la pièce Adieu Monsieur Hoffmann, qui a eu pas mal de succès, qui a eu 4 Molières en 2018. Voilà, donc c'est Jean-Philippe qui travaille sur l'adaptation et qui mettra en scène la pièce. Et là aussi, ça devrait, encore une fois, avec toutes les pincettes liées à la situation actuelle, voir le jour courant 2022. Et c'est une adaptation de quel roman du coup? La Chambre des Merveilles aussi. Les Merveilles aussi, d'accord. Ouais. Voilà, et je travaille aussi sur l'adaptation pour la télé de mon deuxième roman, La vie qui m'attendait. Voilà. Et là, je suis impliqué en tant que co-scénariste. Voilà, donc là, je n'ai pas de date et j'ai rien de particulier à annoncer, mais en tout cas, c'est un projet qui est actif et en cours aussi. Un beau programme, un bel avenir. Voilà. On espère, on croise les doigts que tout Tout arrive. à fait, tout à fait. Et que- On a envie de retourner au cinéma, de retourner au théâtre. Tout à fait. Du coup, j'ai une petite incursion. Vous verriez qui pour jouer si Vers le soleil était mis en scène? Alors là, je n'en ai aucune idée, vraiment. Euh, Oui, vous voyez, en fait, voilà, quand vous écrivez, vous imaginez vraiment Ah personne. non, pas du tout. Non, Non, voilà, en tout cas, je vois, vous voyez, des tonalités je fais des rapprochements avec des tonalités de films. Donc typiquement, là, comme c'est l'histoire d'un presque père qui doit s'enfuir d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas protéger un enfant, évidemment, dans mon panthéon cinématographique, j'ai en tête La vie est belle de Roberto Benigni. J'ai en tête tout à l'heure, on parlait de Demain tout commence avec Omar Sy, qui est aussi un duo père-fille. J'ai en tête le film de Clint Eastwood, Un monde parfait, avec Kevin Costner, où c'est un truand qui est en cavale avec un petit garçon. Voilà, donc il y a des références comme ça, mais ça ne dit pas les acteurs, parce que quand même, Omar Sy et Roberto Benigni sont quand même assez différents. Alors, vous avez écrit Vers le soleil, j'imagine, pendant le premier confinement. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre écriture? Est-ce que ça a modifié?
Alors, j'avais commencé à l'écrire avant le premier confinement, puisque j'avais commencé donc on va dire à la rentrée 2019, donc après cet été 2019 dont je vous parlais tout à l'heure. Et par contre, je l'ai fini pendant le confinement. Et donc, effectivement, je pense que ça a exacerbé mon besoin et mon envie de voyage. Donc, par exemple, il y a tout un passage qui se passe à Venise, et effectivement, ça, c'est arrivé pendant le confinement. Je n'avais pas prévu spécialement qu'il s'arrête à Venise, mais je me suis dit, OK, non, là, j'ai envie de voyager, puisque je ne peux pas physiquement, je vais voyager par l'imagination. Donc ouais, voilà, donc je pense que l'envie de soleil et de vacances transparaît probablement dans ce roman. Et est-ce que euh, j'ai mangé le mot. Allez-y, dites-en un autre. Non, je ne sais plus, donc c'est pas grave. Je ne sais pas si peut-être il y a des gens du coup, qui ont des questions aussi qu'ils voudraient poser. Oui, François, il y a des questions, mais est-ce que vous avez terminé? Le temps que vous retrouviez votre mot, je vais poser une question. C'est une question qui vient de Letty Julien et il n'y a que vous qui puissiez avoir la réponse. Elle voudrait savoir où en était le roman sur les colombes en Corse, une info que vous lui avez partagée lors d'une dédicace, si c'est possible que vous répondiez à cette question, bien sûr. Pas du tout. Je pense que c'est une lectrice qui se fait surnommer Colombe et qui habite en Corse, effectivement, mais il n'y a pas de roman sur les colombes en Corse. Mais je pense toujours à venir en Corse parce que je ne connais pas du tout la Corse. Donc, effectivement, il faudra un jour que que je vienne découvrir cette merveilleuse région. Alors, justement, quand vous avez parlé de l'adaptation cinéma de La Chambre des Merveilles, est-ce que vous avez participé au scénario ou pas du tout? Vous êtes juste spectateur? Alors, en fait, sur La Chambre des Merveilles, c'est une aventure assez extraordinaire et assez particulière. Clairement, quand je disais que j'aime bien les moments de la vie où il y a un avant et un après, pour moi, le avant-après, il est au niveau de La Chambre des Merveilles. Parce qu'avant, j'avais une autre vie. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en entreprise. Et en fait, La Chambre des Merveilles a changé d'une certaine façon le cours de mon destin. Et tout s'est passé en fait avant même que j'ai décidé moi-même de me consacrer totalement à l'écriture. C'est-à-dire que La Chambre des Merveilles est sortie en mars 2018 et avant même sa sortie, les droits étaient vendus dans pas mal de pays étrangers et les droits ciné étaient déjà vendus aussi. Donc en fait, la question s'est même pas posée puisqu'à l'époque, j'avais un autre métier, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai suivi le projet d'un peu loin. Donc j'ai rencontré les scénaristes qui s'appellent donc Juliette Salle et Fabien Suarez, qui sont des scénaristes de cinéma expérimentés. Et puis ensuite j'ai lu une des versions quasiment abouties du scénario. J'ai fait des commentaires qui ont, même tous d'ailleurs, été pris en compte dans la version finale. Voilà. Et puis j'ai discuté avec Lisa Asuelos. Voilà, j'ai suivi les choses de loin et finalement je suis ravi parce que ça donne un autre objet, ça donnera un autre objet avec une autre lecture de mon histoire, quoi. Finalement, moi, je me rends compte que c'est ce que j'aime bien aussi en tant que spectateur. Par exemple, j'ai beaucoup aimé, alors je sais qu'il y a certains lecteurs qui ont moins aimé, mais moi j'ai beaucoup aimé l'adaptation d'Au revoir là-haut au cinéma que Calvaire Dupontel en a faite. Et il y a un vrai parti pris créatif dans cette adaptation. Pour ceux qui ont lu le roman et vu le film, vous voyez qu'il y a quand même le parti pris évident de se concentrer sur le dernier quart du livre, sur le film. Et ça, je ne suis pas sûr qu'un auteur qui est attaché justement à son histoire et à l'entièreté de son histoire puisse faire ce genre de choix. Et donc là, dans La Chambre des Merveilles, il y a des choix qui ont été faits. Globalement, les lectrices et les lecteurs qui ont aimé le roman vont évidemment le retrouver, vont retrouver les personnages, vont retrouver l'évolution et l'histoire dans son ensemble. Mais les scénaristes ont inventé de nouvelles situations, de nouveaux rêves de Louis que sa maman Thelma va vivre. Donc, ils auront un certain nombre de surprises. Et je trouve que ça, c'est pas mal parce que ça fait une nouvelle lecture et un nouvel objet différent du livre. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous prend un petit peu votre histoire, on transforme un petit peu votre bébé? Bah si, mais en même temps, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est juste un copier-coller pur et dur du livre, bah, autant lire le livre et autant ne pas s'encombrer d'un autre objet. Donc non, moi j'aime ce principe de transformer l'histoire tout en gardant évidemment l'état d'esprit et en gardant l'intrigue
en filigrane, quoi. Mais j'aime bien l'idée de se le réapproprier et puis d'en faire autre chose. Françoise, est-ce que vous avez retrouvé votre question ou pas? Est-ce que je continue, moi, sur les questions que j'ai? Alors oui, moi j'ai retrouvé ma question. Ah, allez-y. Du fait que vous étiez du coup chez vous, qu'il y avait le confinement, vous pouvez vous parler de la Toscane. Alors même si j'ai compris que vous aviez été sur place en vacances, mais vous parlez de Venise, vous parlez de plein de choses. Est-ce que vous avez fait des recherches, notamment par exemple sur la catastrophe du pont de Gênes? Est-ce que ce roman vous a demandé peut-être plus de recherches qu'un autre? Alors, j'ai fait des recherches pour, effectivement, être certain de ne pas dire de bêtises, évidemment. Mais après, finalement, la catastrophe du pont de Gênes, elle est là, elle est très présente, mais je ne situe pas l'action de manière, extrêmement forte, au niveau des recherches et cetera. Donc ça m'a pas demandé énormément de travail de recherche de ce point de vue-là. Je pense que dans mes différents romans, celui qui m'a demandé le plus de recherche, c'est plutôt mon roman précédent, Les Étincelles, qui là parle d'un sujet de société environnemental, où là, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à justement m'assurer que, que je disais pas de bêtises du tout, quoi. Alors, il y a une question d'Aurélie qui vient d'arriver. Vous écrivez un roman chaque année. Quel est le carburant de votre écriture, Julien? Alors, le carburant de l'écriture, c'est le café et le chocolat. Ah, Voilà, à plutôt haute dose, pour chacun des 2. Non, non, mais en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, en permanence. Mon travail, c'est d'essayer de faire le tri entre les différentes idées et de me dire: «OK, lesquelles de ces idées vont faire une idée de roman, lesquelles vont être une caractéristique de personnage, lesquelles ne sont pas des romans, mais sont peut-être un scénario de cinéma ou de série», voilà. Et donc, en fait, je passe beaucoup de temps à essayer de faire le tri. Et malgré tout, j'ai quand même, je pense, des romans où il y a quand même pas mal de thèmes différents qui sont abordés. Voilà. Mais moi, c'est ce que j'aime. J'aime la richesse j'aime quand il y a pas mal de thèmes qui sont abordés et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans un roman. moi, je voudrais aborder avec vous un sujet par rapport à votre éditrice. Votre éditrice, que l'on connaît, beaucoup la connaissent, est surtout axée sur des romans chez Calman Levy, plutôt policiers, thrillers. Ça ne vous a pas donné l'idée de basculer de l'autre côté? Alors, on me pose régulièrement la question, parce qu'effectivement, Caroline Lépée, donc mon éditrice, édite pas mal de thrillers. Donc, c'est l'éditrice de Guillaume Musso, mais c'est aussi l'éditrice de Jérôme Loubry, de René Manzor, de Nico Taquian. Ouais. Et donc, effectivement, elle édite pas mal de polars et de thrillers. En fait, moi, je pense que les choses se sont passées plutôt dans l'autre sens. Je pense que c'est parce que mon écriture est probablement assez proche d'une écriture de thriller, sans être du tout dans le thriller, puisque j'aborde pas des thèmes de thriller et il n'y a pas des cadavres toutes les 2 pages, etc. Mais je pense que ma manière d'écrire est Oui. finalement assez proche de la manière dont écrivent les auteurs de thrillers et de polars. Donc c'est probablement ça qui l'a intéressée dans mon écriture, certainement. Je ne sais pas, elle ne me Oui, je vous l'a jamais dit confirme. et de cette manière-là, mais donc j'imagine que c'est ça. Et après, est-ce que moi, ça ne m'a pas donné envie de basculer? En fait, déjà, je pense qu'il n'y a pas de bascule véritable. Je pense que c'est justement une même façon d'écrire et qu'ensuite, il y a différents types d'histoires. Moi, je suis attiré par les thrillers et les polars en tant que lecteur, justement. Et pour tout vous dire, le premier roman que j'ai écrit, qui est resté dans le carton et qui n'est pas publié, était un thriller. Euh, Ah, et euh, ah oui. ah Non, mais c'est vrai parce que vous avez les codes, vous avez certains codes du polar dans vos romans, c'est vrai, je confirme. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai envie d'écrire là en ce moment, mais je n'exclus pas un jour peut-être d'écrire ce genre d'histoire. Et on me dit d'ailleurs souvent que mon troisième roman, Les Étincelles, alors qui n'est pas du tout un thriller non plus, mais c'est un roman où il y a beaucoup plus d'intrigues, d'enquêtes et de choses à découvrir. Et donc, les gens le rapprochent souvent alors, ils disent thriller écologique. Et alors, il est difficile à classer d'ailleurs celui-là. Donc, les gens disent un thriller feel good écologique. Mais c'est bien. Oui. Moi, j'aime bien justement ne pas rentrer dans des cases. Et je trouve que c'est ça la richesse aussi, c'est de pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de codes ou d'utiliser les codes d'un autre genre pour écrire autre chose, quoi.
Alors Marc, lui, voudrait savoir pourquoi vous n'utilisez pas, alors peut-être que je ne sais pas il a lu tous vos romans, votre métier d'avant, puisqu'on a compris que vous avez arrêté votre métier, que vous vous consacrez à l'écriture, comme sujet de roman. Est-ce que vous inspirez de votre vie professionnelle antérieure ou pas? Alors, je ne m'inspire pas de ma vie professionnelle antérieure, mais on va dire que alors, La Chambre des Merveilles n'est absolument pas un roman autobiographique, puisque heureusement, je n'ai pas d'enfant qui est tombé dans le coma ou qui a eu un grave accident comme ça. En revanche, l'envie de départ, parce que je disais un roman, pour moi, ça part toujours d'une envie et ensuite il y a des choses et des idées qui se greffent dessus. L'envie de départ sur La Chambre des Merveilles pourrait être un peu autobiographique parce que ça parle quand même d'une femme autour de la quarantaine qui est en l'occurrence directrice marketing dans un grand groupe et qui a envie et qui en fait se rend compte à la faveur de l'accident de son fils qu'elle est passée à côté de certaines choses dans sa vie et qu'il est peut-être temps de remettre les priorités à leur juste place. Voilà. Donc ça, c'est le genre de métier et le genre de réflexion que je pouvais me faire à l'époque où j'ai écrit ce livre, justement. Donc on peut dire que c'est toute cette histoire de changement de vie, de changement d'orientation, de plusieurs vies dans une vie, c'est des thèmes qui font écho à mon vécu personnel. Alors Elodie, elle demande, est-ce qu'on choisit sa famille? En tout cas, c'est le thème principal de ce roman, de Vers le soleil. J'ai beaucoup écrit sur les 3 premiers romans, j'ai écrit surtout sur les liens du sang. C'est vraiment des histoires qui sont sur des histoires de famille, ancrées sur l'amour en général, entre sœurs, entre parents et enfants, etc. Et là, j'avais envie de parler des liens du cœur, qui sont parfois encore plus puissants que les liens du sang. Et oui, moi, je pense qu'on choisit sa famille. Je pense que alors, on a tous une famille à la base, qu'on les choisit ou qu'on la subisse ou qu'on l'aime, qu'on la déteste. En tout cas, on a forcément une famille. Et ensuite, quand on devient adulte, on a la possibilité d'en choisir une autre, ou alors de garder celle qu'on a, ou alors d'en rajouter avec une autre dimension. Et en fait, moi, il y a un phénomène de société que je trouve et une sorte de vide juridique aussi qui existe dans notre société aujourd'hui, qui est justement les familles recomposées. Donc là, dans Vers le soleil, c'est une famille entre guillemets recomposée, mais extrêmement particulière. Mais finalement, la situation que vit Sacha avec une enfant qu'il est en train d'élever quasiment et avec laquelle il n'a aucun lien légal, c'est la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes qui sont en famille recomposée avec parfois des adultes qui n'ont pas de lien légal avec des enfants avec lesquels ils vivent au quotidien. Et s'il arrive quelque chose aux parents légaux, eh ben, ils peuvent se retrouver dans des situations juridiques totalement ubuesques avec des enfants qui leur sont enlevés, qui sont placés, alors qu'eux aussi sont les vrais parents. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça aussi. Mais pour répondre à la question initiale, donc, oui, moi je pense que quand on est adulte, en tout cas, on peut choisir sa famille. J'ai lu tous vos romans, Julien. Je voudrais savoir que représente le gris pour vous? Le gris, bah, je La pense que couleur. c'est la couleur Ouais. gris. Moi, je pense que c'est la vie, en fait. Je pense que dans la vie, il y a jamais uniquement du noir ou uniquement de la lumière. Il y a beaucoup de zones de gris. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes romans. D'ailleurs, en fait, moi, je ne me reconnais pas spécialement dans le terme feel good. En fait, je trouve que c'est un truc qui est parfois une étiquette qui est à poser à partir du moment où ce n'est pas des romans où justement tout le monde meurt à la fin, où tout le monde est angoissé, etc. S'il y a un peu de lumière, on a tendance à catégoriser ça en feel good, même s'il y a un effondrement, un enfant dans le coma. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est des romans qui ressemblent à la vie. Et pour moi, la vie, il y a toujours des éclats de rire et des éclats de lumière au milieu d'un tunnel sombre. Je connais personne qui, même s'il traverse une épreuve absolument terrible, va passer 6 mois à se morfondre dans le noir comme ça. Forcément, il y a des gens il y a un moment où on craque, où on rit et où la vie entre. Et il y a une citation de Virginia Woolf que j'avais mis en exergue de La vie qui m'attendait, qui dit je voulais parler de la mort, mais la vie a fait éruption comme d'habitude. En fait, c'est un peu ça, ma philosophie de vie. Même quand il y a
des instants terribles, il y a toujours la vie qui fait irruption. Et j'essaye, moi, de saisir ces instants-là et de les restituer. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué votre panthéon cinématographique. Quel est votre panthéon littéraire, Julien Sandrel? Alors moi, j'ai pas trop de panthéon en fait, c'est-à-dire que je lis, il y a aucun auteur, dont je peux dire que j'ai lu la totalité des romans et dont je suis un fan absolu et inconditionnel. J'ai beaucoup lu quand j'étais enfant, beaucoup moins quand je suis rentré dans l'âge adulte et dans la vie, active. Là maintenant, je m'y suis remis évidemment, puisqu'en plus j'ai la chance maintenant de me consacrer à l'écriture et de ne faire plus que ça. Mais, voilà, il y a plein, au fil du temps, il y a plein de genres différents et d'auteurs différents qui m'ont donné envie, de lire, de continuer à lire et d'écrire aussi. Donc comme ça, en vrac, je dirais, des auteurs de BD comme René Goscinny et Uderzo pour Astérix, Hergé avec les Tintins que je dévorais, dans la cour de ma grand-mère, quand j'étais enfant, Roald Dahl, ensuite un peu plus tard Agatha Christie, des gens comme Stendhal ou Camus, dans les plus classiques, on va dire. Et après, honnêtement, moi, ce que je lis aujourd'hui, c'est plutôt des auteurs de littérature française contemporaine. Je lis très peu d'essais. Je suis plutôt sur du romanesque. Donc après, je lis beaucoup d'actualités, de journaux, etc. Mais en tant que lecture, de livres, quoi, je suis plutôt roman. Et moi, j'aime, donc pas mal d'auteurs de polar, thriller, donc j'en ai cité tout à l'heure, et c'est des gens que je lis, avec Olivier Norek, par exemple, aussi. Des auteurs contemporains comme Delphine de Vigan, Valérie Perrin, David Fuenquinos, Tatiana de René, donc des gens qui, en tout cas, le point commun entre tous ces auteurs, pour moi, c'est des gens qui écrivent des histoires romanesques. Donc, où il se passe vraiment des trucs, où il y a des vraies intrigues, où il y a des personnages qui sont forts, auxquels on s'attache et qui vivent des aventures, quoi. Voilà. Moi, j'aime les aventures et c'est ce que j'essaye d'écrire parce que c'est ce que j'aime en tant que lecteur. Est-ce que vous avez une petite phobie de la voiture, des accidents? Alors non, mais vous savez que je m'en suis rendu compte récemment parce qu'en fait, on m'a posé la question en interview parce qu'on m'a pointé, en effet, que dans chacun de mes romans, il y a un accident de la route. Et en fait, je m'en étais même pas rendu compte. C'est-à-dire que alors dans la vie qui m'attendait, il n'est pas évident, il est là en filigrane, voilà. Mais effectivement, dans les 3 autres, il y a, un accident de la route d'une façon ou d'une autre. Donc non, je n'ai pas cette phobie des accidents de la route. En revanche, je suis quelqu'un, justement, en niveau de gris, on va dire. C'est-à-dire que je pense que je suis globalement très positif, mais je suis aussi très anxieux. Et si on doit parler d'une phobie ou en tout cas de quelque chose qui est assez prégnant chez moi, je suis hypochondriaque. Et alors pas énormément, mais c'est ce qui m'a inspiré notamment le personnage de Roman dans La vie qui m'attendait, qui est médecin et qui est hypochondriaque. Et effectivement, ça m'amusait beaucoup. D'ailleurs, pour la petite histoire, ma femme a eu le Covid et moi, je ne l'ai pas eu. Mais avant d'avoir fait la sérologie, j'étais absolument persuadé que je l'avais eu, puisque j'avais ressenti des symptômes respiratoires, etc. Et en fait, quand on a eu la sérologie, elle était négative. Voilà. Il y a une question qui vient d'arriver de Sylvie. Est-ce que vous écrivez plus le matin, en journée ou en soirée? Alors en fait, j'écris. Alors il y a plein d'étapes dans l'écriture. Il y a une première étape qui est une étape de construction de l'intrigue. Donc, quand je suis dans cette étape de construction de l'intrigue, des personnages, etc., là, je n'écris pas véritablement, je prends plutôt des notes, je construis l'intrigue en écrivant à la main sur des cahiers. Et donc là, c'est un peu toute la journée. Et après, quand je rentre en phase d'écriture active, donc là que vraiment je me mets à écrire le roman en tant que tel, là, je suis plutôt en phase boulimique. Et donc, je vais passer des heures et des heures sans véritablement de rythme, si ce n'est le rythme obligatoire de la vie quotidienne, puisque j'ai 2 enfants. Donc, effectivement, quand même, il y a un moment où il faut que je m'arrête et que la vie normale reprenne. Mais voilà, pour tout vous dire, j'aime bien les périodes, par exemple, de semaines de vacances où mes enfants sont chez leurs grands-parents. Si je suis pendant cette période-là, justement en période d'écriture active, alors là, je peux écrire 15 heures par jour. Mais voilà, ça dépend. Il y a des phases comme ça. En tout cas, quand je suis vraiment dans cette phase d'écriture,
il faut que le roman sorte assez vite, c'est-à-dire en 3 mois, quoi. Il faut que le premier jet, en tout cas, sorte. Après, évidemment, si vous rajoutez toute la période de construction et puis ensuite toutes les corrections, un roman me prend à peu près une année, quoi, entre le début de l'idée et le point final corrigé. Mais voilà, mais la phase vraiment d'écriture active, si ça dure plus de 4-5 mois, pour moi, c'est difficile parce que je dois rester dans le personnage le plus possible et au bout d'un moment, ça me bouffe un peu quand même. Il se passe quoi là? Vous vous énervez, vous arrêtez ou si c'est trop long? Alors alors parfois, j'ai besoin de quand même faire une pause au milieu. C'est-à-dire que souvent je fais voilà, peut-être une phase de 2 mois d'écriture très active. Là, j'ai besoin de souffler, de me poser sur ce que j'ai écrit, de réfléchir, à ce que j'ai écrit et de reprendre ce que j'avais en tête pour la fin et de me dire: «OK, maintenant vu ce que j'ai écrit, est-ce que c'est toujours ça?» Généralement, il y a plein de choses qui changent. Et voilà, de me poser un peu, de me renourrir si justement j'ai besoin de renourrir cet imaginaire et ensuite de me lancer dans une deuxième salve. Voilà, mais je fonctionne par salve souvent en termes d'écriture et il n'y a pas tellement d'horaires, si ce n'est voilà, les horaires de la vie, quoi. Françoise, est-ce que vous avez une dernière question à poser à Julien? Euh, Peut-être sur la construction, parce que votre roman, il n'est pas complètement linéaire. Est-ce que vous faites un plan? Est-ce que dès le départ du livre, vous savez ce qui va arriver à la fin, ou le personnage vous porte aussi un petit peu? En fait, c'est un peu hybride ma manière de travailler, c'est-à-dire que je sais au moment où je commence à écrire, cette phase active dont je parlais, je connais parfaitement mes personnages principaux. Donc je sais qui ils sont, ce qu'ils ont vécu, quelle est leur psychologie, donc eux, je les connais très bien. Je sais d'où je pars et je sais où je vais, mais je connais pas toutes les étapes intermédiaires. Donc j'en ai écrit certaines, en général. Mais ensuite, j'ai remarqué que si j'écrivais un peu trop, en fait, j'ai tendance, moi, en fait, à m'ennuyer moi-même. Et ça, et je me dis, si je m'ennuie moi-même, c'est pas possible. Donc, l'essentiel, c'est quand même le plaisir que je prends dans l'écriture. En tout cas, l'essentiel au moment de la phase d'écriture. Et donc, pour garder ce plaisir, j'ai besoin de me laisser surprendre et donc de laisser aussi une part d'inconnu. Donc, la plupart du temps, dans la plupart de mes romans, je ne sais pas qui vont être les personnages secondaires, je ne sais pas exactement quelles sont les scènes intermédiaires qui vont amener à tel endroit ou à tel autre. Voilà. Donc, si je prends, quand on parle, tout à l'heure, vous parliez, Françoise, du chat à borgne, mais même le personnage de Chiara dans Vers le soleil, c'est des éléments et ou des personnages qui arrivent en cours d'écriture. Ça, c'est pas des éléments qui sont là dès le départ. Je sais bien qu'à un moment, il va y avoir des gens qui vont, je me dis, il va y avoir des gens qui vont aider Sacha, voilà, mais je ne sais pas encore exactement qui et sous quelle forme. Il y a Jean-Marc qui demande si vous êtes passé par des ateliers d'écriture et est-ce que vous en avez, si oui ou non, et si vous animez des ateliers d'écriture. Alors moi, je ne suis pas passé par des ateliers d'écriture. Je me suis lancé dans l'écriture de manière un peu instinctive. Et ensuite, c'est seulement après avoir écrit mes 2 premiers romans, en fait, après avoir écrit La Chambre des Merveilles et La vie qui m'attendait, que j'ai ressenti le besoin d'un peu plus de théorie. Et du coup, là, j'ai acheté des bouquins, mais plutôt d'écriture de scénario. Donc, j'ai lu la dramaturgie d'Yves Lavandier, voilà. Et d'ailleurs, moi, quand les gens me posent la question, je ne conseille pas forcément à des écrivains débutants de lire ces ouvrages-là, parce que je les trouve quand même assez complexes, en fait. Et je trouve moi, j'en ai retiré des choses après, justement, m'être frotté pratiquement à certaines difficultés dramaturgiques. Euh, Maintenant, si c'est abstrait et qu'on n'a jamais essayé véritablement, j'ai peur que ce soit un peu, ouais, un peu trop abstrait, justement. Et donc, atelier d'écriture, en tout cas, je sais qu'il y a plein de gens qui passent par des ateliers d'écriture et qui en retirent plein de choses, justement parce que ça allie un peu de théorie à de la pratique. Et moi, j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture là très récemment. Donc, j'ai D'accord. pas beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup d'activités parce que je fais aussi du scénario maintenant par ailleurs. Donc, j'ai assez peu de temps à y consacrer, mais j'ai fait une première salve d'atelier avec une entreprise, un organisme qui s'appelle Les Mots. Et donc, je pense que je vais faire une autre session, soit avant l'été, soit après l'été. Parfait. Sylvie demande si vous deviez choisir entre lire et écrire, que choisiriez-vous?
Ah bah, je pense que c'est impossible de choisir. Je pense qu'on ne peut pas écrire sans lire. Donc de toute façon, si j'écrivais sans lire, ça veut dire que je n'écrirais pas des histoires. J'écrirais peut-être des petits trucs pour moi, mais en l'occurrence, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires et je pense très, très fort qu'il faut nourrir son imaginaire d'histoires pour pouvoir, bah, justement en saisir les principes, quoi. Alors, on va rappeler que Vers le soleil est sorti aux éditions Calman Lévy. Il est sur toutes les tables de librairie. Il est chez Françoise Gaucher à la librairie Le Coin des Livres à Davisieux. Tous vos précédents romans sont disponibles au livre de poche, ça c'est important. Tout à fait, L'avant-dernier est sorti le 3 mars d'ailleurs, c'est Les ça, Étincelles. Donc voilà. exactement. Exactement. On va saluer aussi la librairie partenaire, c'est la librairie des Aravis à Tonnes. On leur fait un petit coucou parce que je crois qu'ils sont beaucoup pour cette rencontre aussi. Françoise, merci beaucoup d'avoir si bien animé cette rencontre. Demain, on va se retrouver pour une soirée spéciale avec notre partenaire qui est lecteur.com où on va recevoir 4 grands lecteurs qui vont nous expliquer comment ils font avec leurs chroniques, ils font de littérature, comment ils en parlent, comment voilà, tout ça. Donc ça va être passionnant, ça sera avec Karine Papillot, ça sera demain à 19h. Julien, comme la tradition le veut, je vous laisse le mot de conclusion. Écoutez, merci beaucoup. Merci à Nathalie, merci Frédéric, merci Françoise. J'espère que les lecteurs et lectrices ont été nombreux derrière l'écran. C'est vrai que c'est génial en tout cas que vous organisiez ces rencontres parce qu'on vit une période tellement particulière qu'on manque vraiment d'échanges avec les lecteurs et les lectrices. Donc, merci encore d'avoir organisé ça et longue vie à un endroit où aller. Merci Julien, merci Françoise. Je vous souhaite à tous les deux une très belle soirée et puis longue vie à votre roman, Julien. Donc, Vers le Merci soleil, beaucoup. Calman Lévy. Voilà.